Parce que vous allez voir quelle est la cause de ces crises et que nous continuons à vivre, bien entendu. Vous avez sans doute entendu parler du fait que nous sommes ce soir en train de connaître une crise à la bourse de New York, que hier au soir, la bourse de New York et la Dow Jones a perdu 420 points, ce qui veut dire qu'on est rentré dans la phase où le système lui-même ne peut pas arrêter les problèmes de la crise, ne peut pas soutenir les marchés, pour ainsi dire. Et vous allez voir de toute façon que nous allons vers un développement de cette crise du marché. Et ça va déclencher à son tour une crise beaucoup plus grave et que normalement, celui qui l'a déclenché, c'est Trump lui-même, parce qu'il a commencé avec ses mesures protectionnistes, c'est-à-dire avec le fait qu'hier il a imposé, il dit qu'il va imposer donc une taxe de 25% aux importations d'acier et 10% aux importations d'aluminium. Et en plus, il y a une quinzaine de jours, il avait imposé une taxe précisément aux machines à laver sud-coréennes et aux panneaux solaires chinois de 50%. Ce qui veut dire donc que la politique protectionniste de Trump n'est pas une blague, c'est quelque chose qu'il va imposer nécessairement. Et bien entendu, il y aura des réactions, il y aura des pays qui vont prendre immédiatement des mesures et des contre-mesures, et précisément pour réagir contre la politique de Trump. Et donc on est de toute façon devant une crise, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les crises, curieusement, se produisent tous les 10 ans. On a eu par exemple la dernière crise en 2008, donc en 2018, on va avoir nécessairement cette crise qui est en train de se développer déjà. Alors, pour revenir à ce problème de Marx, parce que Marx, il parle donc de la première crise internationale, ce qui est une vérité à l'état pur, s'est produit en 1825. Simplement que lui ne voit pas le fait que les Anglais avaient produit un changement très important au niveau monétaire, c'est le fait qu'ils sont passés du bimétallisme au monométallisme. C'est-à-dire qu'avant, donc, ça commence en 1818, les Anglais commencent avec cette politique. Pourquoi ils suppriment le bimétallisme? C'est tout simplement parce que l'Angleterre était la première puissance économique du monde et que la révolution industrielle, elle commence la révolution industrielle en 1700, donc elle était la seule puissance industrielle du monde à cette époque-là. Donc elle avait énormément de réserves or et elle n'avait plus besoin d'argent, de l'argent métal. Et c'est la raison pour laquelle elle va donc démonétiser l'argent métal. Et à ce moment-là, parce que les choses fonctionnaient dans le passé historique, depuis moins 560, au moment où la monnaie apparaît dans l'espace grec, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a eu les deux métaux qui circulaient en même temps. L'argent métal servait pour les échanges au niveau interne et l'or servait pour les échanges au niveau international. C'était aussi simple que ça. Et pendant tout le reste du temps, que ce soit la civilisation grecque elle-même, la civilisation romaine ou la civilisation arabe ou les civilisations qui vont se développer par la suite en Occident, toutes fonctionnaient de la même manière. C'est-à-dire l'argent servait pour les échanges au niveau interne et c'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons de monnaie, nous disons argent en français, on dit plata en espagnol, Geld en allemand, etc. etc. C'est-à-dire, donc on fait référence toujours à l'argent métal, parce que c'est celui qui servait pour les échanges au niveau interne. Et simplement donc qu'à l'époque, personne n'a remarqué, pour ainsi dire, ces phénomènes, tandis que Marx va se rendre compte, parce que la première crise de surproduction, qui est le résultat du fait qu'on avait retiré une partie de la monnaie de la circulation, parce que les Anglais, ils commencent les Anglais. Les Anglais vont donc démonétiser l'argent métal, ils vont le retirer de la circulation, et ça fait qu'on a retiré une partie importante de l'argent métal. Par la suite, ce sont les Allemands, les Américains et les Français qui vont le faire à partir de 1873.
Donc il y a une première période de crise, parce que Marx se rend compte qu'il y a des crises, mais lui, c'est crise internationale, qui commence en 25. Simplement que lui, il va donner une interprétation hegelienne à ces problèmes de crise. Parce que Hegel considérait que tout moment historique se transforme par la suite dans son contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que Hegel appelle, donc le fait qu'une société développe sa propre négativité et que cette négativité va les conduire à la création d'un ordre différent. Et c'est cette idée que Marx va reprendre, selon laquelle donc le système capitaliste va commencer à devenir une entrave au développement des forces productives à partir de 1825. Pour lui, le système avait développé toute sa capacité productive et à partir de 1825, ça va commencer à devenir une entrave. C'est l'interprétation qu'il donne. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec les problèmes monétaires. C'est l'interprétation hegelienne et il va maintenir cette interprétation et il va dire qu'il va y avoir donc des cycles de crise qui étaient des cycles de 10-11 ans à l'époque et donc il devait y avoir un processus d'aggravation de ces crises dans le sens que les crises allaient devenir de plus en plus importantes. Et curieusement, les choses se passent à peu près de cette manière-là. Parce qu'on a dans les cycles de crise, les grands cycles de crise du 19e, et on a le premier cycle qui commence donc en 1825 et se termine en 1873. C'est une période pendant laquelle les crises n'étaient pas très fortes. Et c'était quand même des crises, mais ce n'était pas très puissant. À partir de 1873 jusqu'à 1894, c'est la deuxième phase qu'on appelle historiquement de la Grande Dépression, parce que ce fut une époque de crise extrêmement rude, extrêmement difficile, extrêmement importante. Et Marx meurt en 1883. Et donc il croyait que les cycles de crise allaient s'aggraver, comme il va le voir pendant la deuxième période, et que par la suite, on allait assister à un raccourcissement des cycles qui devait précéder la crise finale. Curieusement, ça va se produire pendant les années 20, et tout de suite après la Première Guerre mondiale, ce raccourcissement des cycles. Mais ça, bien entendu, Marx ne l'a pas vu. Simplement, la chose qu'il ne voit pas, et que d'ailleurs les épigones, les élèves de Marx, compris Engels lui-même, qui meurt en 1895, et il a vu des choses, il a eu la possibilité de voir un peu plus loin, etc. Il ne s'est pas rendu compte qu'on allait assister par la suite à une période de crise de 1994 donc de 1894 jusqu'à 1914, c'est une période de reprise très forte, qu'on va appeler la Belle Époque, tout simplement. C'est une époque de reprise très très forte, de diminution des cycles de crise, de la radicalité des crises qui précédaient cette période. Et ça, c'était la conséquence de quoi? C'est tout simplement la conséquence du fait qu'on a découvert l'or de l'Afrique du Sud et l'or de l'Australie. Et donc, tout d'un coup, il y a une production d'or extrêmement importante qui va augmenter la quantité d'or en circulation, indépendamment du fait que pendant la même période, on a assisté à un passage du bimétallisme au monométallisme. Par exemple, pendant le 19e, le dernier pays à rester dans le bimétallisme, c'est la Chine. Le Japon passe en 1879, passe du bimétallisme au monométallisme. Les pays de l'Amérique latine, c'est autour de 1880-85, quelque chose comme ça, que tous les pays de l'Amérique latine passent donc au monométallisme. Cela va faire par conséquent que l'or va servir pour les deux choses à la fois, c'est-à-dire pour les échanges au niveau international
et pour garantir la quantité de monnaie en circulation. Et l'or ne peut pas jouer les deux rôles, ne peut pas. Donc on aurait dû à l'époque passer du bimétallisme à l'apparition du principe de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire du papier-monnaie tout simplement. Ce qui était curieux, c'est que les premiers à voir la nécessité du papier-monnaie, c'est Aristote lui-même. Aristote lui-même considère, par exemple, il nous dit une chose qui est très simple. La monnaie en grec s'appelle nomisma, qui vient de nomos, droit. C'est un produit du droit. De telle sorte que l'État produit du droit, il doit donc pouvoir produire, il peut produire de la monnaie. Et il ne développe pas cette thèse. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'œuvre d'Aristote, Aristote meurt en moins 322, en réalité, il doit quitter Athènes. Pourquoi? Parce qu'après la mort d'Alexandre, tous les partis anti-macédoniens, parce que Philippe, le père d'Alexandre, avait unifié la Grèce, en quelque sorte, avait enlevé donc la souveraineté aux cités. Et les cités étaient uniquement autonomes, mais elles dépendaient, et bien entendu, du pouvoir de Philippe le Grand ou d'Alexandre le Grand. Et donc, les partisans de l'indépendance, peut-on dire, d'Athènes, étaient par exemple les responsables de ces partis s'appelaient Démosthène. Or, Démosthène était le grand orateur. Et c'est lui qui, après la mort d'Alexandre, qui meurt un an avant Aristote, et donc il va tout simplement pousser Aristote à quitter Athènes. Aristote doit partir. Et d'après ce qui semble, il a été tué. Mais de toute façon, il est mort à 62 ans. Pour quelqu'un qui était très jeune. Car il ne faut pas oublier, par exemple, que Platon meurt à 80 ans. Et par exemple, que Socrate a été obligé de boire la ciguë à 72 ans. C'est-à-dire que donc les gens pouvaient vivre assez longtemps. Parce que la mort d'Aristote, l'œuvre que nous avons héritée, c'est l'œuvre qu'Aristote a écrite pendant qu'il enseignait au lycée. Et c'est la dernière phase de sa vie active. Et son 13 ans, pendant 13 ans, il enseigne au lycée. Et pendant ces 13 ans, il écrit son œuvre, l'œuvre que nous avons héritée, l'œuvre de maturité, dont la politique et l'éthique à Nicomaque, qui sont les œuvres qui nous intéressent actuellement le plus. Et avant, il avait écrit des dialogues pendant la période où il était avec Platon. Et ces dialogues ont été connus par les Romains. Et d'ailleurs, tout de suite après sa disparition, au lycée, on continuait à enseigner à partir des dialogues. On ne connaît pas l'œuvre postérieure d'Aristote, celle qu'il a laissée. Il a laissé à sa mort. Le problème, c'est qu'il le laisse à un ami et que cet ami le transmet à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre le met dans une cave. La totalité de cette œuvre, et il doit y avoir une vingtaine de volumes, etc. Et donc une œuvre très importante. Et le mettre dans une cave qui va rester plus de 2 siècles dans cette cave. Et c'est au bout de 2 siècles qu'on va retrouver, donc parce que c'est les Romains qui font pression pour trouver le reste de l'œuvre d'Aristote, parce qu'ils connaissaient les dialogues. Et par exemple, Cicéron, qui meurt en moins 54, dit que les dialogues d'Aristote étaient plus beaux que les dialogues de Platon. C'est qu'il faut le faire, parce que les dialogues de Platon sont très très beaux. Bon, le fait est que c'est Andronikos de Rhodes, le 10e recteur du lycée, qui va se mettre à publier cette œuvre sous la pression des Romains. Mais le problème, c'est qu'il va se trouver avec une œuvre qui est totalement bouffée par les mythes, totalement bouffée par l'humidité, et 2 siècles et demi dans une cave, c'est pas évident. Et donc bouffée par les vers, etc. Ce qui fait qu'il y a des morceaux qui manquaient, et lui va remplir ces morceaux.
C'est-à-dire qu'Andronikos de Rhodes va réécrire, pour ainsi dire, les textes d'Aristote. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des contradictions énormes dans toutes ces œuvres. Et c'est difficile de la comprendre à cause précisément de ça. Et surtout, bien entendu, lorsqu'on parle du politique, parce que la politique d'Aristote, c'est une œuvre qui est absolument fondamentale pour nous, de la même façon que l'éthique à Nicomaque, qui serait la continuité. Tous ces œuvres ont été écrits. Par exemple, je vous donne un exemple, et c'est en rapport avec la monnaie. Aristote, dans la politique, dans le livre premier de la politique d'Aristote, il y a un passage dans lequel il dit que le crédit est la manifestation du mal en tant que tel. Pourquoi? Parce que la monnaie se reproduit à partir d'elle-même. Or, ce texte n'est pas d'Aristote, parce qu'Aristote a très bien compris, et qu'on va le comprendre plus tard, que Knapp, c'est-à-dire qu'on peut produire, que chaque nation peut produire sa monnaie, mais Knapp ne connaît pas Aristote et ne se rend pas compte que l'idée était déjà enregistrée en quelque sorte. Et donc, ce texte est un texte d'Andronikos de Rhodes, parce que pour Aristote, la monnaie est un produit du droit, et puisque le droit s'auto-reproduit à partir de lui-même, parce que c'est le propre du droit, c'est d'auto-reproduire, de s'auto-reproduire. De la jurisprudence, par exemple, etc. Le droit se produit à partir des principes, il se reproduit. Le droit, et c'est une reproduction constante. Donc, si le droit se reproduit, la monnaie doit pouvoir se reproduire. Simplement, et ça Aristote le voit, et il y a l'usure qui condamne dans les textes de Nicomaque, dans les textes de Nicomaque, il les condamne d'une façon absolument très forte. Il dit donc ceux qui vivent de l'usure, etc., etc. Donc il se rend compte, si vous voulez, que la monnaie peut se produire, mais doit être encadrée par les droits. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit donner le taux minimum de crédit et le taux maximum qui est le taux d'usure. Comme nous le savons actuellement. Bon, le fait est que cette interdiction du prêt avec intérêt, qui va se développer à partir de l'époque chrétienne, c'est tout à fait évident. Et parce qu'avant, on ne connaissait pas l'œuvre d'Aristote, mais le fait est que cette interdiction va s'imposer. L'Église l'impose. L'interdiction du prêt avec intérêt, qui va durer pendant tout le Moyen-Âge, etc. Et le premier pays à rompre avec cet interdit, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est pour ça que l'Angleterre va connaître sa révolution, et c'est pour ça que l'Angleterre va connaître les principes de la croissance économique. Tout simplement avec l'Habeas Corpus Act, c'est-à-dire avec cette loi qui reconnaît les principes de la liberté, c'est-à-dire qui accorde la liberté des citoyens, ce que nous appelons la sécurité juridique. Donc, on ne peut pas agir contre un citoyen sans l'intervention du juge, etc. etc. Donc, le fait que c'est cette sécurité juridique qui va se produire exactement le 17 mai 1679, qui vont commencer en Angleterre à apparaître ce que nous appelons les banques régionales. C'était des petites institutions de dépôt d'épargne, de crédit et d'investissement. C'est-à-dire, avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils avaient de l'or, ils enterraient les paysans, ou ils enfermaient quelque part, les riches, etc. Et donc, ils thésaurissaient l'or. L'or ne circulait pas. Tandis qu'à partir du moment où l'épargne a pu être faite, qui va se faire avec justement les banques régionales à partir de 1679, le fait est, par exemple, que le premier billet de banque en Angleterre, c'est du 16 janvier 1680. Il y a une exposition qui était organisée par le British Museum où ils ont monté les premiers papiers-monnaies de l'Angleterre, etc. Donc de la Grande-Bretagne. Et donc, à partir de ce moment-là,
va commencer l'épargne. L'épargne va permettre le crédit. Donc avec l'épargne, il faut la rémunérer, ils vont la rémunérer avec du papier et ça va donner les papiers monnaie. Et cet argent accumulé dans la banque va servir pour faire du crédit. Et ce crédit va donner l'investissement. Et c'est ça qui va provoquer la croissance économique à partir de 1700 en Angleterre. C'est la révolution industrielle. Donc, si vous voulez, le problème est que il y a cette interdiction du crédit et que petit à petit va s'instituer la liberté du crédit, c'est-à-dire le fait que le crédit va être pratiqué. Par exemple, en France, va être pratiqué à partir de 1803, à partir de la création de la Banque de France, etc., à partir de l'apparition du système bancaire, etc. etc. Avant, le crédit était interdit. Et l'Église l'a rappelé jusqu'à la mi du 19e, l'Église a rappelé l'interdit du prêt avec intérêt. Parce que c'était la manifestation du mal, selon donc Aristote. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun problème par rapport au crédit, parce qu'il ne parle pas du crédit, il ne mentionne pas le crédit. Tandis que dans l'Ancien Testament, le crédit est interdit entre les membres de la communauté. Tu ne prêteras pas à ton frère, mais tu peux prêter aux autres autant que tu veux et même pratiquer l'usure. Ça, c'est aucun problème. Vous voyez, l'Ancien Testament autorise et interdit entre les membres de la communauté. À tes frères, tu ne prêteras pas avec intérêt. Et bien sûr, aux autres, tu peux prêter autant que tu veux et même pratiquer l'usure, etc. Et donc, si vous voulez, cet interdit, c'est une idée aristotélicienne. Mais en réalité, ce n'est pas d'Aristote, cette idée. C'est-à-dire que si on avait connu avant toute la pensée concrète d'Aristote, on aurait connu une histoire totalement différente. Alors, ça va nous permettre en même temps de voir donc que Marx ne voit pas les problèmes de la monnaie. Marx voit une histoire totalement différente. Et c'est comme ça que donc, on va connaître tous les 19e des crises, des cycles de crises tous les 10 ans, et qui étaient des crises très importantes pendant surtout la période de la Grande Récession. Et après la Première Guerre mondiale, nous allons assister donc à ce raccourcissement des cycles qui va donner à partir de 29 le début de ce qu'on appelle la crise finale, Or, en réalité, ça n'a rien à voir avec la crise finale. On a affaire à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc la chose suivante. C'est que donc, pendant la Première Guerre mondiale, si on regarde les statistiques tout simplement, on se rend compte d'une chose. C'est que l'Angleterre les États-Unis contrôlaient en 1914 les 15% des réserves hors du monde. 15%. En 1918, ils contrôlaient déjà les 30% des réserves hors du monde. Mais en plus, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale, ils vont se mettre à thésauriser de l'or. Parce que normalement, tout pays était obligé de mettre sous le règne de l'étalon or, était obligé de celui que j'appelle l'étalon or anglais. Parce que l'étalon or, c'était l'étalon or traditionnel du métallisme. Mais l'étalon or anglais est celui dans lequel l'or joue les deux rôles en même temps. Et pour les échanges au niveau international, et pour garantir la quantité de monnaie en circulation. C'est une folie. C'est ça le grand problème. Et c'est ça qui va provoquer les crises. Parce qu'il y avait une rareté de monnaie. Une rareté de monnaie en circulation avec la disparition donc de l'argent métal. L'argent métal représentait les 33%. Au 19e, début du 19e, représentait les 33% de la monnaie en circulation. Donc on va retirer les 33% de la monnaie en circulation. C'est la raison pour laquelle ces crises vont s'aggraver. Et il a fallu donc la découverte de la production des mines d'or de l'Afrique du Sud et de l'Australie pour que tout d'un coup il y ait plus d'or qui va permettre donc cette période de la belle époque. Alors, les raccourcissements des cycles qu'on va connaître après la Première Guerre mondiale, après 18, c'est tout simplement parce qu'on a tout d'abord une première crise en 20, on a une deuxième crise en 22, 24 et 29.
Donc on aurait dit que la machine à Parse arrivait à se mettre en marche et qu'elle tombait en panne. C'est ça les célèbres raccourcissements des cycles. Et qui curieusement correspondent à l'idée que Marx avait prévue du célèbre raccourcissement des cycles. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée marxiste. C'est simplement un accident. Parce que le problème, c'est que les États-Unis en même temps étaient en train de thésauriser de l'or, c'est retirer l'or de la circulation et le démonétiser. Et donc, après, on va pour essayer d'accélérer un peu ça, cette histoire, si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est qu'après après la Première Guerre mondiale, tous les pays ont continué à produire du papier-monnaie. Parce qu'ils n'arrivaient pas, sauf les États-Unis, qui ne faisaient pas partie du champ de bataille, donc ils pouvaient continuer à produire de la monnaie garantie par l'or, garantie donc par les 30%. Le reste de ce qu'ils vont continuer à accumuler va être démonétisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu émettre plus de monnaie. Parce que s'ils avaient monétisé cette quantité d'or qu'ils vont accumuler en plus, ils auraient augmenté le pouvoir d'achat des Américains, qu'eux auraient emporté des biens et qu'auraient permis à l'Allemagne de redémarrer, et à la France, etc., etc. Vous comprenez? Et à l'Angleterre. Or, ce qui va se produire après, avec les problèmes donc, de l'étalon or, c'est le fait que les Anglais vont en 25 revenir à l'étalon or. Mais Churchill fait comme l'erreur fondamentale, c'est de maintenir la même parité qu'avant la guerre. Ce qui faisait que les papiers-monnaies étaient surappréciés et que donc ça va provoquer une fuite des réserves hors de l'Angleterre, de telle sorte qu'en 1931, l'Angleterre est obligée de se retirer de l'étalon or. Et de passer à quoi? Au règne du papier-monnaie, de passer à la souveraineté monétaire. Et c'est le premier pays qui exerce sa souveraineté monétaire en 1931. Et à partir de ce moment-là, donc tous les autres pays, parce que l'Angleterre était la puissance, encore en quelque sorte la puissance dominante, donc la souveraineté monétaire va s'imposer. Et Roosevelt, après viennent les problèmes de Roosevelt, c'est que Roosevelt va, à partir de 1933, avec la Confiscation Act du 5 avril 1933, il va interdire la possession de l'or monétaire. Et il va, donc cette loi, elle décide par exemple que si une personne ne rend pas son or monétaire en échange de dollars, et à l'époque c'était 20 dollars pour une once d'or, cette personne était susceptible soit de 10 ans de tôle, soit de 10 000 dollars d'amende. 10 000 dollars de l'époque était quelque chose d'énorme, bien entendu. Car il faut pas oublier que les dollars, 20 dollars, une once d'or valait 20 dollars. Ce qui donne donc que si actuellement nous le regardons par rapport à l'or, ça donne une quantité de monnaie, de dollars absolument énorme. Et ce qui est curieux, c'est qu'indépendamment de la méchanceté terrible de cette loi, personne n'a remarqué, ni Keynes, ni Rueff, ni même Karl Polanyi, qui pour moi était le plus éveillé de toute cette génération, il ne les voit pas, il ne parle pas de la Confiscation Act. Or, avec la Confiscation Act, les États-Unis, tout simplement, ils savaient thésauriser la totalité de l'or qu'ils contrôlaient. Et en 1934, début 1934, la totalité de l'or était de 66% de réserves hors du monde. 66 était totalement démonétisé. Et ils vont donc décider de faire du dollar, bien entendu, la monnaie nationale, à partir du principe de la souveraineté monétaire, mais va s'imposer d'elle-même comme la monnaie de réserve internationale. Pourquoi? Parce qu'elle était en quelque sorte garantie par des réserves or immenses, indépendamment du fait qu'il n'y avait aucune garantie. Et il va mettre dans les papiers dollars, il va mettre as good as gold, aussi bon que l'or, et tout le monde l'a cru.
Et c'est à ce moment-là qu'il commence le règne de l'étalon dollar. Le règne de l'étalon dollar ne commence pas en 1944. En réalité, là, on a affaire à une période historique très particulière. Dans le sens que c'est le règne du dollar. Donc on est passé en 1933 du règne de l'étalon or, dans la version anglaise, au règne de l'étalon dollar. À partir de ce moment-là, le dollar devient la monnaie de réserve internationale. Alors, on a 3 périodes qui vont se succéder. La première période, c'est de 1933 à 1944, pendant laquelle les dollars n'étaient pas garantis par la réserve or des États-Unis. Les dollars, donc, ils pouvaient émettre autant qu'ils voulaient. Et c'est ça qui va lui permettre de faire l'inutile, de relancer l'activité économique aux États-Unis, en faisant fonctionner la planche à billets. Et c'est comme ça qu'il réalise la Deuxième Guerre mondiale, en plus. Et à partir de 1944, c'est Dexter White, qui est le secrétaire du Trésor américain, qui va avoir l'idée de garantir les dollars par les réserves or des États-Unis. Et à ce moment-là, on rentre dans une période différente. C'est-à-dire que le dollar va être garanti par les réserves or des États-Unis. Et cette garantie va provoquer à son tour le problème suivant, c'est que, et ça va se passer par exemple en commençant avec De Gaulle, parce que De Gaulle va dire à un moment aux Américains, je ne veux pas de dollars, je veux la garantie or. Et c'est comme ça qu'il va réussir à laisser à la France des réserves or très importantes, qui actuellement, indépendamment du fait que Sarkozy en a vendu presque 600 tonnes d'or, la France détient actuellement en termes réels la deuxième réserve or du monde, en termes réels. Ne détient pas ces quantités de réserves d'or, sinon il les aurait déjà rendu cet or à l'Allemagne. Et actuellement, en termes réels, donc l'Allemagne ne détient pas les 3300 tonnes qu'elle dit détenir. Elle détient, actuellement, elle contrôle un peu plus de 1500 tonnes, pas plus. Et de l'autre côté, donc il y a actuellement en termes réels, c'est pour ça que je dis l'Allemagne, c'est tout à fait clair, elle ne détient pas son or, c'est pas elle qui le contrôle, etc. Et le cas des États-Unis, tous les spécialistes disent que les États-Unis ne détiennent pas les 8133 tonnes d'or, donc il reste en termes réels la quantité d'or que détient la Banque d'Italie et la quantité d'or que détient la Banque de France. Donc la Banque de France détient actuellement la deuxième réserve or en termes réels. C'est du réel. Ça, c'est pas indépendamment donc, du fait que Sarkozy en a vendu presque 600 tonnes. Vous voyez les problèmes. Donc ce que la France détient, c'est ça qui est réel. Donc si à un moment donné, car il faut savoir une chose, car normalement, nous ne pouvons pas continuer avec les systèmes dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système dollar, donc il y a eu la période de la garantie hors du dollar qui va se produire entre 1944 et 1971, le 15 août 1971, lorsque Nixon supprime la garantie hors du dollar. À partir de 1971, en réalité, on va revenir à la logique de 33-44 pendant laquelle les États-Unis ne garantissent pas les dollars américains n'étaient pas garantis par les réserves hors des États-Unis. Donc ils peuvent émettre autant qu'ils veulent. Et on ne peut pas continuer dans ces situations. Parce que dites-vous une chose. Par exemple, les plus grands spécialistes de la monnaie américaine, qui s'appelle Barry Eichengreen de l'Université de Berkeley, il nous a dit en 2010, dans un texte publié en 2010, il dit les États-Unis gagnent avec le seul fait de détenir le droit d'émettre la monnaie internationale l'équivalent de 1000 milliards de dollars par an. C'est-à-dire, en 2010, 1000 milliards faisaient 2 fois la valeur des exportations de la France, qui était à ce moment-là la 5e puissance économique du monde. Et donc, 100 fois la valeur des exportations du Brésil. C'est quelque chose d'énorme. Et actuellement, les États-Unis doivent émettre l'équivalent, d'après tous les calculs qu'on arrive à faire, l'équivalent de 1250 milliards de dollars. Et ça continue. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que
En 2017, la Réserve fédérale a emprunté pour 550 milliards de dollars. Cette année, la Réserve fédérale va emprunter pour 1420 milliards de dollars. Donc, va produire des bons du trésor. Vous comprenez les problèmes? C'est comme la planche à billets, en quelque sorte. Hein? De telle sorte donc, on ne peut pas continuer dans ce système. Le problème est comment sortir. Mais il est évident qu'il y a une solution, et la solution serait d'instituer le système de l'étalon or international, c'est-à-dire que chaque pays puisse garantir ses achats à partir de son or, et de l'autre côté, pouvoir émettre sa monnaie selon les principes de la souveraineté monétaire. C'est-à-dire revenir à l'idée d'Aristote, l'instituer d'une manière globale. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde où il y a deux espaces monétaires qui n'ont pas de souveraineté monétaire. C'est les pays du franc CFA et l'euro, qui nous sommes dans la même logique. Nous sommes obligés d'acheter notre propre monnaie. Par exemple, la logique de l'euro, qui est la chose la plus simple à comprendre, c'est le fait que la Banque centrale européenne n'a pas les droits selon les principes institués dans le traité de Maastricht. La Banque centrale n'a pas le droit d'émettre de la monnaie. Elle a le droit d'accorder ces droits. Et à qui elle accorde ces droits? À ceux qui ont des réserves. Tandis que les pays déficitaires comme la France n'a pas de réserves, donc elle est obligée de quoi faire? D'emprunter. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en 1998, la dette de la France était de 787 milliards d'euros, et actuellement notre dette est de 2200 milliards. Pourquoi? Parce que la France emprunte tous les ans. Elle est obligée d'emprunter. Et elle va emprunter cette année, elle a emprunté l'année dernière, pour dire les choses plus clairement, emprunté l'année dernière pour 180 milliards l'année dernière. Cette année, on doit emprunter pour 195 milliards. L'année dernière, on a emprunté un demi-milliard d'euros par jour. Ça vous donne l'idée donc du phénomène de l'endettement. On se trouve dans un phénomène d'endettement absolument impressionnant. Et donc, tous les problèmes est comment sortir de cet endettement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'expliquer qu'il y a une seule solution, c'est sortir de l'euro, provoquer la dépréciation à la fin de l'euro. Et si l'euro se déprécie, la dette disparaît. Parce que les trois quarts de la dette française circulent sur le marché international. Un quart de la dette circule sur le... Pardon, c'est un tiers et deux tiers. Et donc un tiers de la dette française circule sur le marché interne. Et cela va se déprécier à son tour, car il va falloir dévaluer. Parce que la France n'est plus concurrentielle, il faut qu'elle dévalue. Et si elle n'est plus concurrentielle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas un hinterland, c'est-à-dire un espace contigu qui lui permet d'être concurrentielle. Ce qui se passe avec l'Allemagne. L'Allemagne a dans ses frontières, à côté de ses frontières, et donc la Pologne, la Tchéquie, etc., et tous les pays de l'Est, qu'elle utilise tout simplement pour faire de la sous-traitance. Les 80% des parts de voitures allemandes sont produites dans les pays de l'Est. Le reste est monté en Allemagne et ils vendent comme Made in Germany. C'est-à-dire donc à des coûts de production particulièrement ridicules. Et plus donc, ils s'engagent dans ce processus de la sous-traitance, plus ils doivent aller plus loin. Actuellement, ils sont en train de s'installer en Ukraine, où le salaire de base est de 100 euros par mois. Et tandis que, par exemple, en Pologne, il est de 350 euros, en Tchéquie, de 350, donc ils vont chaque fois plus loin. Et en plus, le reste des pays de la communauté, et principalement
les pays contributeurs, dont la France est le deuxième contributeur en termes réels. Et la France passe à la communauté 7 milliards et demi par an. Elle donne à la communauté, que la communauté donne aux pays de l'Est. Donc cet argent sert pour développer l'infrastructure de ces pays-là, comme elle servait par exemple lorsque, avant 2007, elle passait de l'argent aux pays de l'Europe du Sud, à l'Espagne, au Portugal, etc., et à la Grèce. Le grand problème, c'est qu'à partir de 2007, on leur a retiré cet argent, et c'est pour ça que ces pays se sont effondrés, tandis qu'on les passe cet argent actuellement aux pays de l'Est. C'est-à-dire que la France contribue pour 7 milliards et demi pour développer l'infrastructure de ces pays-là. Et l'infrastructure, c'est la capacité de pénétration qu'a l'Allemagne sur ce territoire. Donc elle facilite cette capacité. Et cela fait, bien entendu, le fait que l'Allemagne, avec son Hinterland, qui est le terme que les Allemands utilisent, que d'ailleurs en langue française, on utilise le terme Hinterland. Arrière-pays, sinon. Arrière-pays. On peut dire arrière-pays, mais on utilise le terme Hinterland, même en France. Et d'ailleurs, en anglais, on utilise Hinterland. Je ne sais pas pourquoi. En espagnol, on utilise Hinterland, indépendamment du fait qu'on a un mot pour ça, etc. Le terme Hinterland s'est imposé d'une manière incroyable. Alors, le fait est que si on regarde le cas de la capacité concurrentielle de l'Allemagne avec son arrière-pays, son Hinterland, il faut savoir par exemple que l'année dernière, l'Allemagne a exporté pour 300 milliards de dollars. Donc, a eu un excédent de 300 milliards de dollars, et cet excédent a été le premier excédent du monde. Et depuis 4 ans, ils sont les premiers excédents du monde. Donc, par exemple, l'année dernière, indépendamment du fait que la Chine a exporté plus que l'Allemagne a eu un excédent plus important, indépendamment du fait que la Chine a exporté pour 728 milliards de dollars de plus. Ça donne donc cette capacité concurrentielle de l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle, même si on revient à la monnaie nationale, il va falloir déprécier parce que la France, comme elle n'a pas de hinterland et n'a pas cet arrière-cour, etc., elle sera obligée de déprécier sa monnaie pendant une période en tout cas, pour pouvoir arriver à faire la concurrence avec l'Allemagne, pour avoir une concurrence adéquate avec l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est surconcurrentielle avec ces phénomènes du hinterland, ces phénomènes de ces pays-là. De là, la nécessité, donc, pour sortir de la dette, la nécessité de sortir de l'euro, parce qu'on ne peut pas continuer dans ce système, c'est-à-dire dans lequel on est obligé d'emprunter et de s'endetter tous les ans de plus en plus. On est déjà à un niveau d'endettement qui s'approche de 100% par rapport au produit intérieur brut, qui n'est pas un critère important, mais qui peut permettre de comprendre les choses. Si on doit avoir un critère pour connaître la richesse des nations, c'est la valeur des exportations. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne a des exportations absolument extraordinaires. En plus, elle a accumulé avec le célèbre système du Target 2. Le Target 2, c'est tous les citoyens du reste de l'Europe qui achètent à crédit à l'Allemagne, cela rentre dans les comptes du Target 2. Le compte du Target 2 fait que l'Allemagne détient actuellement un acquis par rapport au reste des pays de la communauté qui était en 2017 de 900 milliards d'euros. Ce qui veut dire les choses, que s'il y a d'effondrement de l'euro, disparition de l'euro, cette dette-là devra disparaître à son tour. Donc la seule manière de sortir du surendettement, parce qu'il y a un endettement public, et ça on le connaît, à l'euro près, on le connaît, mais il y a un endettement privé qui est très important, qui est ce qui donne donc les targets de allemand. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Moi, en fait, ça fait longtemps que je vais aux conférences et tout, j'en ai fait beaucoup, la souveraineté monétaire, tout ça, le système qui allait s'effondrer,
enfin, il a commencé en 2008. Mais en fait, le système a une extraordinaire capacité à se remettre debout. Il est solide. Même s'il y a des milliards et des milliards et on ne sait pas où ils sont. Et puis en plus, BlackRock et certains fonds d'investissement américains sont plus que riches, enfin, ils ne cessent de s'accroître. Donc on dit toujours que ça va s'écrouler, mais en fait dans les faits ça tient et c'est des bulles qui se déplacent. Une bulle mange une autre bulle, donc finalement je sais pas, mais bien sûr il faudrait revenir à tout ça, la souveraineté monétaire, tout ça, mais pour l'instant ça marche. Les dollars marchent. Voilà. Ça ne pose aucun problème. Ça, c'est tout à fait évident. Mais il faut dire que les États-Unis accumulent une dette actuellement qui est de 20 000 milliards de dollars. Et que de toute façon, cette dette ne veut rien dire pour elle, parce que c'est une dette en dollars, elle peut le payer en dollars lorsqu'elle veut. Par exemple, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Lorsque les obligations, par exemple l'obligation de 30 ans, qui est la pièce principale du système dollar, se déprécie, et ça, il y a des moments où elle tend à se déprécier, à perdre sa valeur réelle, passer de 100 en valeur nominale à 92, par exemple, on était il y a un mois à ce niveau-là. Et la Réserve fédérale, actuellement, depuis que Yellen est arrivé au pouvoir, parce qu'avant Bernanke organisait des plans d'achat des bons de 30 ans, qui étaient les célèbres QI1, QI2, etc. etc. Tandis que Yellen, elle a institué le fait que la Réserve fédérale peut émettre autant qu'elle veut pour acheter les 30 ans, pour éviter l'effondrement du 30 ans. Parce que si les 30 ans s'effondrent, le système dollar s'effondre. C'est ça, les 30 ans. Pourquoi les 30 ans? C'est l'obligation de 30 ans, Ah oui. qui est la pièce principale. Donc, et il ne faut pas oublier que la Chine détient actuellement 2000 milliards de dollars, dont l'essentiel c'est des bons de 30 ans. Et si la Chine demande, par exemple, se trouve dans un conflit avec les États-Unis qui va se déclencher, là, ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandora avec le problème du protectionnisme, et vous avez vu. Et donc, de toute façon, la bourse est en train de se casser la figure. Hier soir, elle a perdu 420 points. Et donc, tout d'un coup, on se trouve dans un processus qui risque de provoquer l'effondrement du dollar. De toute façon, le dollar ne peut pas durer à l'infini. Il peut durer pour autant que les États-Unis détiennent ses capacités de contrôle. Et pour le moment, ils les contrôlent très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a actuellement, nous le savons très bien, deux domaines de crise du dollar. D'un côté, les obligations de 30 et de 10 ans, qui sont les obligations qui se vendent au niveau international et qui servent de réserve au niveau international. Et de l'autre côté, la bourse. Lorsque la bourse se casse la figure, commence à se casser la figure, comme là on est en train de le voir, elle a une institution qui s'appelle la Planche Protection Team, qui est une institution qui achète les actions pour éviter qu'elle se casse la figure, pour éviter que ça aille trop loin, pour éviter un effondrement catastrophique. Là, par exemple, hier, on n'avait qu'à regarder les mouvements du côté de CNBC. Vous n'avez qu'à regarder les mouvements. Ce sont des mouvements très brusques. Pourquoi? Parce que la Planche Protection Team est en train d'intervenir. Donc, elle essaie de contrôler ça d'un côté. De l'autre côté, elle contrôle avec l'émission monétaire, avec la planche à billets, elle contrôle tout simplement les bons de 30 et de 10 ans. Donc, les marchés obligataires. Et les marchés obligataires, actuellement, il y a un mois, et par exemple, les 30 ans étaient à 92, et cet après-midi, il était à 98. Donc, ils sont en train de les faire remonter à cause du fait qu'ils s'achètent. Pourquoi les 30 ans se cassent la figure, ou les 10 ans, mais c'est les 30 ans qui intéressent? Et c'est tout simplement parce qu'il est survendu. Et lorsque un bien, une valeur est survendue, ce qu'il faut faire, c'est l'acheter. C'est l'affronter, donc lui opposer une capacité d'achat suffisante. Et cette capacité est là pour autant qu'elle produit de la monnaie. Donc ça peut durer à l'infini, c'est tout à fait évident. Mais c'est en train de provoquer des dégâts dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des sociétés de plus en plus appauvries dans le monde. Ça vient de là.
les États-Unis absorbent une partie importante de richesse dans le monde. Vous prenez par exemple un pays comme l'Égypte. L'Égypte détient actuellement 3 mois en réserve de consommation. 3 mois. Et n'a pas plus. 3 mois. C'est un désastre. C'est-à-dire ça peut provoquer un désastre total du jour au lendemain. Vous comprenez? Et ce n'est pas les seuls pays. Il y a des pays qui sont en faillite totalement, etc. Et ces pays en faillite tendent à augmenter. Et ça vient à cause du fait que les États-Unis ont le droit de mettre la monnaie internationale, d'acheter les biens du monde avec du simple papier. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir mettre fin. Disons, pour mettre fin, il y a 2 chemins. Le chaos. Non, pas le chaos. Attendez. Le premier chemin, c'est tout simplement la convention. Et là, comme on va vers une guerre économique, parce que cette histoire du protectionnisme, les Chinois vont réagir, tout le monde va réagir d'une façon ou d'une autre. Les Chinois vont dire, par exemple, nous n'achetons plus du maïs aux États-Unis, ou plus du sorgho, n'importe quoi, ou du blé, ou n'importe quoi, ou de la viande, etc. Et ils vont l'acheter au Brésil ou en Argentine, etc., etc. Donc, à ce moment-là, ça va commencer à faire mal. On va avoir une guerre économique, et cette guerre économique, ça va conduire en chaos, ça va donner une situation très chaotique. Et à ce moment-là, devra apparaître l'idée, rappelez-vous, en 2008, Sarkozy a parlé de retourner à Bretton Woods, tout d'un coup, c'est-à-dire de renégocier l'ordre monétaire international. Ça, c'est la convention. Mais comme les choses se sont arrangées, on a oublié de parler et tout ça, on donne plus d'importance. Mais si tout d'un coup on se trouve dans une situation problématique, il est tout à fait évident que cette idée va revenir. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir trouver une solution à cette situation d'instabilité absolue dans laquelle nous sommes. Et que les États-Unis tirent ces privilèges énormes, ils vivent en conditions de richesse absolument impressionnantes et dans une situation économique extrêmement favorable. Vous n'avez qu'à regarder, c'est le seul pays qui connaît une telle affluence économique aussi extraordinaire. Donc, de l'autre côté, l'autre solution, ce sont les automatismes du marché. Et les automatismes du marché, ça serait par exemple le fait que tout d'un coup, la Chine arrête d'acheter des obligations américaines et se met à vendre d'une manière absolument massive, et que d'autres pays s'ajoutent, etc. Et ça va faire de toute façon qu'à un moment ou à un autre, le dollar va se casser la figure. Parce que le dollar tient pour autant qu'il y ait des demandeurs des obligations américaines. Et les demandeurs des obligations américaines, et vous savez, la Chine a acheté une quantité absolument impressionnante. À un moment donné, il détenait 4 000 milliards. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de considérable. Vous voyez? C'est-à-dire, si tout d'un coup ça commence à s'arrêter et tout ça, les États-Unis vont se trouver avec une difficulté énorme. Premièrement, ils seront obligés, parce qu'actuellement, l'essentiel de l'émission monétaire, ce sont des billets de 100 dollars, qui est le maximum. Ils vont être obligés d'émettre des billets de 1000 dollars. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se rendre compte que le dollar n'est pas aussi solide de ce qu'on en pense. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dernière instance, il y a tout d'abord les pays qui achètent les obligations. Après les dollars, la monnaie dollar, elle va dans les réserves privées des gens et sont thésaurisées. Les riches de tous les pays sous-développés, etc., ils s'achètent des dollars et ils les gardent dans les réserves privées. Et ça fait que cet argent, ces dollars ne circulent pas, et ça veut dire comme s'ils n'existaient pas. Ça provoque donc une rareté au niveau international. Et c'est ça qui permet au dollar de se maintenir en tant que monnaie de réserve internationale. Mais ça peut se produire. Et c'est pas la force militaire ou oh non, la force militaire. Les ressources énergétiques Non, la force militaire, non. La force... C'est le premier budget du monde. Oui, mais le premier budget du monde, mais c'est le... Oui, mais c'est le premier à perdre toutes les guerres dans lesquelles il se trouve. Oui. C'est ça le problème. Il faut avoir des soldats et tout ça, c'est pas évident. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. C'est un désastre. Il ne peut pas tenir.
Donc il ne peut pas se mettre à faire la guerre partout, etc. Et ça n'a pas de sens. À un moment ou à un autre, il va falloir trouver une solution qui soit raisonnable pour tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire qui permet donc une croissance économique globale, généralisée. Et le principe est très simple. L'or au niveau international pour acheter les biens du monde, pour le commerce au niveau international, et puis du côté de chaque pays doit détenir, sauvegarder et protéger sa souveraineté monétaire. Lorsque les francs existaient, la France n'avait pas de problème. Tout d'un coup, elle a abandonné les francs, et elle a pris comme système les francs CFA, et les francs CFA, ce n'est pas un modèle, c'est un désastre absolu. C'est un désastre absolu. J'ai fait une conférence sur les francs CFA et l'euro. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler, où j'essaie d'expliquer que l'euro est une copie du CFA. Est une copie du CFA. Ces pays-là, nous sommes dans une réalité où chaque pays déficitaire est obligé d'acheter sa propre monnaie. Tandis que l'Allemagne, elle peut émettre autant qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle détient des réserves. Elle donne ses réserves à la Banque centrale. Tandis qu'elle fonctionne en abondance monétaire et des facilités de crédit, tandis que tous les pays du Sud fonctionnent en rareté monétaire et rareté de crédit. Ce qui fait que c'est un désastre. En plus, on augmente la dette. On ne peut pas continuer à augmenter la dette de cette manière, emprunter presque 200 milliards par an. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir sortir de ce système. Parce qu'il y a deux problèmes actuellement au niveau du système monétaire international, les problèmes du dollar et les problèmes des monnaies uniques, c'est-à-dire l'euro et les CFA. Parce que de toute façon, les pays du CFA, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et si on gardait la monnaie euro pour en faire une monnaie commune, et on recrée une monnaie, enfin c'est compliqué, c'est deux chambres. C'est la proposition de Mélenchon, de Le Pen, comme quelque part, en fait, le franc ou la lire deviendrait une monnaie locale qui n'aurait aucune valeur autre que en dehors de la France. Mais c'est simple, il y a autre chose qui est très important parce que j'ai essayé de l'expliquer. Attendez, je passe la parole par la suite. C'est-à-dire que si on quitte l'euro, on provoque nécessairement la dépréciation de l'euro et la disparition de la dette. Que ce soit la dette publique ou la dette privée contenue dans le Target 2 allemand. Qui est quelque chose d'énorme. 900 milliards, c'est une monstruosité absolument impressionnante. Ça donne la puissance allemande. Et toute cette puissance, on lui a donné, c'est la France qui a créé l'euro, et qui va faire de l'Allemagne la première puissance économique du monde. On ne l'a pas compris. Giscard ne l'a pas compris. Il n'a pas encore compris. Parce que c'est lui qui a pris comme modèle les CFA. Parce qu'au moment de 72, avec les serpents monétaires de 72, on cherchait une logique pour trouver une monnaie unique. Et on n'a pas réussi. Et tout d'un coup, bien entendu, il n'y avait qu'une seule solution, c'est les CFA. Le modèle du CFA. C'est aussi simple que ça. Et le modèle du CFA, bien entendu, on aurait dû se rendre compte en regardant la carte que l'Allemagne avait de l'autre côté de sa frontière des pays avec des salaires absolument ridicules. Et qu'elle allait pratiquer la sous-traitance. En plus, il ne faut pas oublier une chose. L'Allemagne ne pratique que la sous-traitance, tandis que la France pratique les délocalisations. Quelque chose qui peut faire les États-Unis parce qu'ils détiennent le droit d'émettre la monnaie internationale. Et qu'il ne faut pas oublier que la sous-traitance a été inventée en France. C'est Airbus qui a commencé avec la sous-traitance. Et c'est les Allemands qui la défendent entièrement. Donc si on sort de cette crise, il va falloir interdire les délocalisations. Les délocalisations est une monstruosité. Le fait, par exemple, de produire Renault en Roumanie et en plus d'importer ces voitures, c'est une folie absolument totale. Ça détruit n'importe quelle économie. Et c'est la raison pour laquelle la France, qui était avant une puissance économique considérable, se trouve actuellement dans une situation que la Corée du Sud nous a passé par devant, du point de vue de la valeur des exportations, nous a passé par devant depuis il y a 3 ans.
Et là, actuellement, pour l'année prochaine, normalement, Hong Kong va nous passer devant. Avec 7 millions d'habitants, Hong Kong va exporter plus que la France. Actuellement, on exporte 1 milliard de plus que Hong Kong. 1 milliard de plus. Ça vous donne donc qu'on ne peut pas continuer dans ces situations et qu'il va falloir restructurer l'économie. Et pour restructurer l'économie, il va falloir donc... Oui, mais pour Hong Kong, c'est des biens industriels ou c'est que l'économie? Parce que New York aussi fait le PIB de la France. Oui, non, mais New York, c'est financier. Oui, non, mais les États-Unis, ils sont au-dessus de tout le monde, parce qu'ils ont cette possibilité de gagner de l'argent en émettant, en faisant fonctionner la planche à billets. L'important, c'est d'exporter des biens. Exactement. Mais de toute façon, de restructurer l'économie industrielle française, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et de toute façon, la France peut, tout simplement, elle a besoin des instruments monétaires pour le faire, donc d'avoir une souveraineté monétaire, parce qu'elle ne peut pas continuer dans cette situation et d'avoir emprunté presque 200 milliards par an. Ce n'est pas possible. Moi, j'avais juste une question sur le Venezuela. Oui. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Parce que $1 vaut, je crois, à peu près plusieurs milliers de bolivars. Plus de 100 milliards. Ouais. Plus de 100 milliards. Mais les problèmes avec le Venezuela... Les Venezuela, si vous voulez... Et aussi, il y a le président Maduro, il veut aller vers le... Comment ça s'appelle déjà? Les bitcoins. Le bitcoin, voilà. Oui, non, mais ça c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et il ne s'est pas rendu compte, tout d'abord, que c'est à cause du bitcoin que le Venezuela s'est cassé la figure de la façon la plus totale. Parce qu'actuellement, ils sont totalement endettés, il y a une situation de misère généralisée, vous l'avez vu, etc. Ils n'arrivent pas à trouver de la nourriture et tout ça, etc. Et ça, avec les bitcoins, on vous vide un pays en quelques jours. Et ce sont les Vénézuéliens qui ont commencé avec le bitcoin, à utiliser le bitcoin pour faire fuir les capitaux. C'est aussi simple que ça. Et c'est les riches Vénézuéliens qui l'ont trouvé. Est-ce qu'il n'y a pas les Américains aussi qui poussent derrière pour détruire le pays? Non. Les Américains, bon, il est vrai qu'ils ont interdit l'achat d'obligations vénézuéliennes. Mais qui va... Non, mais non. Les États-Unis ont suffisamment de pétrole. Par exemple, lorsqu'ils ont été en Irak, ils ne se sont pas appropriés du pétrole irakien. Ils ne vont pas se salir les mains avec ces trucs-là. Non, ils vont... les États-Unis maintiennent actuellement une politique de distance par rapport au Venezuela. Elle ne mène pas une politique punitive. La punition vient du quoi? Vient du fait, par exemple, qu'il ne faut pas l'oublier. Le Venezuela, les litres d'essence au Venezuela, c'est 1 centime de dollar. 1 centime de dollar. Ça veut dire que l'État doit subventionner cette consommation, qui est une consommation de riches et pas de pauvres. Parce que ceux qui ont les voitures, ce sont les riches. Et des grosses voitures à l'américaine. Vous imaginez? C'est-à-dire que remplir une voiture d'essence, etc., coûte moins cher qu'une petite bouteille d'eau, actuellement au Venezuela. Donc l'État est obligé de les subventionner. Ça, premièrement. De l'autre côté, il y a eu le problème du Bitcoin qui ne l'ont pas vu arriver ni passer. Et puis actuellement, ils veulent relancer le pétrole comme Bitcoin, etc., comme monnaie, comme cette nouvelle monnaie. De l'autre côté, il ne faut pas oublier une chose, le Venezuela donne à Cuba l'équivalent de 105 000 barils par jour. 105 000 barils par jour. Et le Venezuela donne, le Cuba donne en échange quoi? Des cadres, surtout de l'armée. Et c'est les Cubains qui contrôlent l'armée vénézuélienne. Et Cuba n'a aucun intérêt à ce que le Venezuela disparaisse. Et Cuba a vécu tout d'abord de l'exploitation des Soviétiques. Parce que les Soviétiques ont payé une quantité d'argent à Cuba absolument impressionnante. Et tout d'un coup, ils ont trouvé la solution du Venezuela. Et le Venezuela, ils sucent d'une manière absolument sauvage. 105 000 barils par jour est une monstruosité. Et de toute façon, les pays n'arrivent pas à exporter, pour ainsi dire. Et ce qui est curieux, c'est que
Donc les cadres que Cuba exporte vers le Venezuela, en plus, ils sont payés en dollars. Pas en bolivars, en dollars. Il y a actuellement 50 000. Et personne ne parle de ça. Voilà. Donc le Venezuela est actuellement un pays en faillite économique, qui ne peut pas donc rembourser sa dette, etc. Ne peut pas même la servir la dette. Ne peut pas servir sa dette. Et dans une situation absolument incroyable. Et tout est venu, ce qui a provoqué l'effondrement total, c'est Bitcoin. Parce que le Bitcoin, ils sont capables de vous vider un pays en histoire de quelques jours. Et c'est la raison pour laquelle les États commencent actuellement à prendre conscience de ça et à essayer de contrôler le Bitcoin.